des élus qui se prétendent aider le petit peuple, là je crois que là ils viennent de faire la démonstration que ce sont de grands menteurs. C'est la douche froide pour la frappe. Après les dissonances en interne hier, la majorité à l'Assemblée a joué l'unité aujourd'hui. Elle a voté la revalorisation des catégories D prévues par le gouvernement, mais l'amendement proposé par les non-inscrits qui prévoyait un effort supplémentaire a été rejeté. On en parle avec la représentante du Tapura Huiratira, Tepuarori Teritei, et notre invité. Avec elle, nous parlerons également du soutien à la compagnie Air Moana à l'ordre du jour ce mercredi à l'Assemblée. Air Moana qui projette de toucher Huahine à partir de juillet. Une bonne nouvelle pour les usagers de l'île d'Erarumatei. Du pain au ourou agrémenté d'un steak de bœuf mélangé avec du poua rôti, un burger aux saveurs polynésiennes décroche la 3e place de la Coupe de France. Ils étaient 300 candidats au départ. Après un faux départ hier, faute de quorum, la séance a démarré à l'heure aujourd'hui à l'Assemblée. À l'ordre du jour, l'examen du collectif budgétaire qui s'élève à plus de 27 milliards de francs. Le gouvernement était très attendu sur la hausse des salaires des catégories D, soutenue par sa majorité. Il a rejeté un amendement de Nicole Sanquer qui proposait une hausse supplémentaire à celle qu'il a prévue. Jeanne Tinouroua, Davidson Bennett. Ils sont venus en force ce matin. Les représentants syndicaux de la frappe, accompagnés d'agents de l'administration, fondaient de grands espoirs sur l'adoption de l'amendement proposé par l'élue non inscrite Nicole Sanquer. Ce même amendement, à l'origine des dissensions de la veille au sein de la majorité. Ainsi, la présidente du Aherea Purinitia proposait de rajouter 5 points en plus des 12 points d'augmentation de la grille indiciaire des catégories D déjà actée par le gouvernement. Un amendement rejeté par 36 voix contre et 17 voix pour. La somme que représentait cet effort, pas 60 millions, je trouve que sur un budget quand même de 27 milliards, collectif budgétaire de 27 milliards, c'est quoi cette somme réclamée pour donner finalement plus de moyens à des familles très en difficulté. Donc oui, une grosse déception. Mais Moïté Broderson a souligné la difficulté d'ajuster cette grille en raison des contraintes budgétaires, d'où son choix d'augmenter l'enveloppe de 251 millions dans une logique de prudence, une hausse assortie d'une réunion annuelle de négociation avec les syndicats, un rendez-vous que le président veut sanctuariser. Nous avons décidé, après main calcul, de consacrer 251 millions à cette augmentation. Mais ce n'est pas les seules sommes qui vont être engagées et qui vont induire une augmentation de la masse salariale cette année et toutes les années qui suivent jusqu'à la fin de l'existence de notre beau pays. Pas de quoi convaincre la frappe, très remontée à l'issue du vote. Le syndicat, qui a suspendu sa grève générale depuis janvier, dénonce un manque de considération pour les plus basses catégories et n'écarte pas d'éventuelles actions. Là, nous continuons le combat et ce n'est pas fini. Jusqu'à présent, nous avons fait plus d'une trentaine d'entités administratives. Nous continuons jusqu'à faire tout le tour. À partir de là, nous réunirons nos instances dirigeantes pour décider de ce qu'il y a à faire. En attendant, la première réunion entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique est prévue pour le 17 avril prochain. Elle a voté pour l'amendement de Nicole Sanquer, la représentante du Tapura Huiratira, Tepuarori Teritei, sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir Athéna et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Avant de parler du fond des échanges de ce jour, parlons de la forme. Cette séance a été reportée à 2 reprises. Hier pour dissension politique, nous disait-on. Ce matin, vous avez pris le temps de commenter la tournure des choses. Effectivement, nous avons été convoqués hier donc pour cette séance dite extraordinaire et nous avons été convoqués pour 9 heures. Sauf qu'à 9 heures, nous nous sommes présentés, donc la minorité, et on a attendu plus de 2 heures que la majorité veuille bien entrer au sein de l'hémicycle, sans explication. Donc on a attendu de voir cette majorité revenir dans l'hémicycle pour constater qu'effectivement ils avaient de grosses dissensions entre eux, et aussi pour justement voir qu'ils n'avaient pas le quorum seul,
et que justement pour obtenir ce quorum, il leur fallait l'appui de la minorité. Donc nous nous sommes retirés, nous avons laissé la majorité régler leurs affaires entre eux, n'ayant pas le quorum de droit. Il a fallu reporter la séance à ce matin, 8 heures. Pour vous, c'est aussi un manque de respect vis-à-vis de la population? Alors surtout oui, la population en premier, parce que bon, nous, les élus, nous sommes là, nous sommes convoqués, et on le voit, à l'heure où je vous parle, la séance n'est pas encore terminée, on n'a pas d'heure. Par contre, vis-à-vis de la population, mépris profond, puisque on avait 2 textes très très importants à étudier justement à l'ordre du jour. Le premier, c'était le collectif budgétaire, avec des moyens financiers qui étaient donc à voter pour les mesures d'aide à l'emploi, pour la construction de maisons au PH, pour des soutiens à l'OPH, je l'ai déjà dit, à également l'OPT. Et à côté de ça, on avait aussi et surtout la revalorisation de la grille indiciaire des catégories D, et un sujet effectivement qui a été au centre des dissensions et qui a fait débat aujourd'hui durant toute la journée. Et finalement, on l'a vu avec le vote du jour, les élus de la majorité sont rentrés dans les rangs. L'amendement déposé par Nicole Sanquer a été rejeté. Il prévoyait, je le rappelle, une hausse des revalorisations des salaires des catégories D déjà proposées par le pays. Une hausse qui pèserait trop lourd sur les comptes du pays, selon le chef de l'exécutif. Vous l'entendez? Alors, déjà, je tiens à préciser que le Tapura Wiratira était dans le même esprit que l'amendement qui a été déposé par Nicole Sanquer, parce qu'effectivement, nous étions tout à fait d'accord sur ce positionnement, puisque ce qui était proposé par le gouvernement, c'était une revalorisation, c'est vrai, mais une revalorisation trop faible. On entend dans les reportages là qu'il s'agit d'une revalorisation de 12 points. Or, il y avait plusieurs revalorisations qui étaient proposées au sein même de la catégorie D, qui allait donc de 12 points pour ceux qui entrent à peine sur le marché du travail en catégorie B. Et pour ceux qui sont un peu plus anciens, on avait une revalorisation de 5 points. 5 points, ça correspondait à 4 000 francs à peine d'augmentation par mois. À notre sens, ce n'était pas suffisant. D'autant que lorsque on a un collectif comme celui qu'on a discuté aujourd'hui de 28 milliards, où on donne 200 millions par-ci, 400 millions par-là, 2,5 milliards, 4,5 milliards, des sommes qui sont colossales, on se dit que pour augmenter légèrement, comme ce qui était proposé dans l'amendement de 5 points, et permettre à ces personnes justement de gagner 8 000 peut-être au lieu de 4 000 francs, ça ne faisait qu'un surcoût de 60 millions. 60 millions, 60 millions sur 28 milliards. Ça dépend des calculs effectués. Alors, effectivement, il y a une discordance entre le gouvernement et l'amendement, puisque le gouvernement, lui, prétendait que c'était 140 millions. Donc, il faut peut-être vérifier, mais admettons même que ce soit 100 millions. Lorsqu'on voit, et je le répète, tout ce qui a été distribué et surtout ce que le gouvernement utilise pour les prestations extérieures. Lorsque vous voyez le collectif budgétaire qu'on a voté, eh bien, on paye des bureaux d'études pour faire le schéma d'organisation sanitaire, 65 millions. Le schéma directeur du transport maritime, 80 millions. Et tout ça par des cabinets parisiens. Donc, à un moment donné, lorsqu'on est du Tavenir Wiratira et qu'on prétend vouloir aider la population, eh bien, 60 millions pour aider les catégories D qui sont les moins bien payées et qui sont le plus en détresse face à la cherté de la vie qu'on subit aujourd'hui, eh bien, ce n'était pas grand-chose. Et c'est pour ça que nous avons soutenu justement cet amendement de Nicole Sanquer. Alors, un autre argument du pays, c'est de dire que les négociations débutent bientôt autour du point d'indice de tous les fonctionnaires. Il faut patienter encore un peu, en tout cas cette fois pour toute la fonction publique. Là aussi, vous le rejoignez dans son raisonnement? Alors, on a l'habitude d'entendre le président nous demander de patienter toujours à une autre échéance, de reporter les choses. Alors, c'est vrai qu'il s'est engagé, et là, il s'est engagé pour le coup devant tout le monde, à faire cette renégociation du point d'indice pour l'ensemble de la fonction publique territoriale le 17 avril. On verra ce que ça va donner. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était privilégier les catégories D. Parce que là, lorsqu'on va modifier la valeur du point d'indice, s'il y a une modification, ça va profiter à tous les salaires de la fonction publique, y compris aux élus de l'Assemblée. Donc, ils en ont besoin, les élus de l'Assemblée? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et c'est ce qu'on a essayé de dire aussi à nos collègues de la majorité. Mais bon, apparemment, ce n'est pas un argument qui les a convaincus. Et nous, on a voulu justement que si on met des moyens en place pour revaloriser le point d'indice, eh bien, qu'on le flèche davantage vers la catégorie D. Donc, on verra effectivement le fruit des négociations le 17 avril. Et de toute façon, c'est la population qui jugera, puisque tout le monde suit un petit peu ce qui se passe depuis quelques jours. Et c'est la population qui verra
les décisions prises par le gouvernement. Ça concerne le pouvoir d'achat. Moïta Broderson dit aussi que si on augmente dans le public, ça va inciter les syndicats du privé à demander des augmentations également. Il parle d'un risque inflationniste. Est-ce que, selon vous, ce risque est réel? C'est un peu technique. Hein? Alors, ça n'a pas de sens parce que, comme vous venez de le dire, il s'agit du privé. Le pays n'a pas d'incidence sur le privé, si ce n'est effectivement que le SMIC. Et le SMIC, il y a une règle qui dit que dès lors qu'il y a un certain niveau d'inflation, automatiquement le SMIC doit augmenter. Donc, qu'on le veuille ou non, on a à le faire. C'est ce que nous avons toujours fait quand nous étions aux affaires. On a respecté ça, sauf que cette règle, elle n'existe pas justement dans le public. C'est pour ça qu'on est obligé de renégocier au niveau des points d'indice. Donc, dire que ça va avoir un effet inflationniste sur le privé, c'est faux. C'est faux, évidemment, puisque de toute façon, dans le privé, en tout cas au niveau du SMIC, automatiquement, il y a une revalorisation lorsqu'il y a de l'inflation. En tout cas, on suivra attentivement les négociations qui s'entameront le 17 avril. Alors, un autre sujet a longuement été débattu en commission, un peu moins en séance, le soutien à Natireva, à Air Moana. Avant d'en parler, on fait un tour à Huahine. La jeune compagnie prévoit d'y faire escale à compter du 1er juillet. Sans grande surprise, la nouvelle est accueillie favorablement par les prestataires et les futurs potentiels usagers de l'île. Reportage sur place de Jessica Doucet. C'est une annonce qui n'est pas passée inaperçue à Huahine, l'arrivée de Air Moana à compter du 1er juillet. Au programme, 7 vols hebdomadaires, de quoi ravir les habitants de l'île. Ça sera bien pour nous, hein, la population de Huahine, mais espérons que si ce qu'eux disent, ça va changer. Quoi. Au niveau de quoi ça va changer? Côté des billets, si ça va baisser les prix pour les billets. Comme ça, on aura plus d'avions. Ça a été mis en place ça il y a 2-3 ans et tout le monde attendait ça et maintenant c'est officiel. Apparemment, ils arrivent en juillet. L'arrivée d'une deuxième compagnie sur la place permet non seulement d'élargir l'offre, mais aussi de proposer des prix plus attractifs. Elle permet également la création de postes à l'aéroport, car la compagnie recrute un chef d'escale ainsi que des agents au sol et à la manutention. Les professionnels, eux, ne sont pas en reste. C'est génial pour tout le monde déjà, pour tous ceux qui sont de l'aéroport et pour l'économie de l'île. Moi, j'aurai les deux clientèles, le Air Moana et Air Tahiti. Ça fait tourner un peu l'économie, il y a plus de choix d'une part, ça crée des emplois en plus. Hein. Mais accueillir une deuxième compagnie nécessite des aménagements adéquats comme l'installation de comptoirs et d'espaces dédiés aux besoins des trafics. En visite à Huahine, Moïta Broderson assure qu'un plan d'aménagement a été pensé. Oui, là-dessus, il n'y a pas de souci, il va y avoir une séparation des comptoirs. Il y aura 2 comptoirs Air Tahiti, 2 comptoirs Air Moana, donc les 2 compagnies pourront cohabiter sans qu'il y ait de soucis. Avec cette ouverture du ciel, Air Moana vient aussi grignoter des parts de marché détenues depuis toujours par Air Tahiti. L'arrivée de la concurrence accueillie favorablement par la population, ce n'est pas propre au secteur de l'aérien, hein, mais pour l'aérien domestique, vous semblez rejoindre ceux qui disent qu'il n'y a pas de place pour deux dans le ciel polynésien, qu'au tarif actuel, en tout cas, l'un des deux sera amené à disparaître. Alors déjà, je me réjouis que Huahine puisse bénéficier de l'arrivée d'Air Moana, hein, parce qu'effectivement, partout où la concurrence arrive, c'est bon pour la population, parce qu'effectivement, dès qu'il y a une concurrence, on peut comparer les prix et choisir le moins cher. Le problème n'est pas là. Au contraire, et je tiens à réaffirmer que déjà, comme le disait la dame dans le reportage, ça fait plus de 2 ans que nous étions à l'origine justement de ce déploiement d'Air Moana. Si Air Moana a pu s'installer dans notre ciel, c'est bien parce que le Tapurahuira Atira, à l'époque, avait ouvert justement la possibilité à Air Moana de le faire. Après, il y a une réalité. On a vu que quand Air Moana s'est installé, Air Moana a cassé les prix. Donc, tous les clients étaient contents, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, une compagnie aérienne comme une entreprise quelconque, elle doit équilibrer ses dépenses et ses recettes. Parce que si effectivement elle a plus de dépenses que de recettes, elle devient déficitaire. C'est le problème d'Air Moana aujourd'hui. C'est en cassant les prix, les gens sont contents, mais au niveau de l'équilibre de la société, on a un déséquilibre. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que Air Moana est venu solliciter le pays pour nous demander justement de leur prêter de l'argent pour retrouver cet équilibre-là. D'où les 600 millions qui nous sont demandés. Le problème, c'est que le pays, selon les textes, n'a pas le droit de s'engager ainsi pour Air Moana. Non, à la fois dans le prêt de 600 millions, mais aussi dans la garantie, parce que Air Moana demande également au pays de se porter garant, de se porter caution
pour un emprunt qu'ils vont faire pour acheter des nouveaux avions. Ça veut dire que le jour où ils ne pourront plus payer, eh bien c'est nous, le pays, c'est-à-dire qui? Les contribuables, qui devront payer justement la dette d'Air Moana. Il faut s'attendre inévitablement à ce qu'il y ait une nouvelle hausse des prix dans le secteur aérien local. Oui, effectivement, parce que, comme je l'expliquais, les tarifs pratiqués par Air Moana sont trop bas, ne lui permettent pas d'arriver... C'est Air Moana ou Air Tahiti qui casse les prix? Alors, c'est Air Moana qui a cassé les prix en premier, puisqu'en arrivant, Air Moana a mis des prix très très bas. Air Tahiti a collé, parce qu'effectivement, dans le monde de la concurrence, si on veut garder ses clients, on essaie de coller. Le problème, c'est que la facturation, finalement, n'est pas suffisante pour trouver l'équilibre. Donc aujourd'hui, et c'est le ministre de l'économie qui l'a dit, il va falloir remonter les tarifs. Donc on va devoir subir une hausse. Mais le problème, c'est qu'à force de se livrer cette bataille entre les deux compagnies, ils ne vont pas survivre tous les deux. Et les dégâts qui seront faits à la fois sur Air Moana et sur Air Tahiti seront tellement importants qu'on risque donc de part et d'autre d'avoir des pertes d'emplois et d'avoir des grosses difficultés au sein de ces sociétés-là. Vous parlez de la manière dont le pays vient soutenir Air Moana. Ce matin, vous disiez même que vous avez l'impression que le pays fait du sur-mesure pour Air Moana. Vous avez l'impression qu'il y a un traitement de faveur? Alors oui, c'est du sur-mesure parce que pour que le pays puisse prêter de l'argent à Air Moana, il fallait deux conditions. La première, c'est d'entrer au capital. Tiens, aujourd'hui, on nous fait voter l'achat de 10 actions pour pouvoir entrer au capital d'Air Moana. 10 actions. À combien? 5 750 francs les 10 actions. Ensuite, la deuxième condition, il faut que soit Air Moana ait une délégation de service public, soit qu'il ait un intérêt général. Alors, évidemment, vous allez me dire la concurrence est un intérêt général. Eh bien non, au niveau juridique, la concurrence n'est pas un intérêt général. Par contre, il nous reste la DSP, la délégation de service public. Air Moana n'a pas de délégation de service public. Eh bien, le président a insinué que s'il fallait, eh bien, on donnerait une délégation de service public à Air Moana. C'est pour ça que j'ai parlé de sur-mesure. Finalement, il y a un processus pour l'obtention de la délégation de service public. Effectivement, la délégation de service public, ce n'est pas le président qui dit « je te donne à toi et pas à toi ». Il faut effectivement tout un processus qui est long et lourd. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un blocage pour pouvoir intervenir sur Air Moana, eh bien, le gouvernement fait en sorte de débloquer les choses. C'est pour ça que je parlais de sur-mesure, puisque finalement, on leur dresse le tapis rouge. Et je disais ce matin, on met le doigt dans l'engrenage qui risque de nous coûter un bras. Et quand je dis nous, ce n'est pas notre argent qu'on est en train de dépenser là, c'est l'argent de la population. Et donc c'est pour ça que ce matin, on a émis de grosses réserves, sans compter le risque juridique qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça qu'on s'est opposé à cette intervention du pays. Mais nous souhaitons à Air Moana de survivre, parce que nous voulons que la concurrence justement continue dans notre pays au bénéfice de notre population. On a entendu votre mise en garde en tout cas. Merci Tepoirori Teritri d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. On enchaîne avec cette confirmation. Il n'y aura pas de ministre virtuel au gouvernement, du moins pas pour le moment. La nomination d'une intelligence artificielle à un poste de ministre était notre poisson d'avril hier soir. Et nous remercions Moïtaï Broderson et Patrick Gallon d'avoir accepté de jouer le jeu, ainsi que l'artiste Charlie Digelirium d'avoir créé ce personnage fictif. Un poisson qui nous pousse tout de même à une vraie réflexion sur la place des intelligences artificielles dans nos vies. La grève se poursuit à la Pérapurade. Pas de rencontre finalement aujourd'hui entre les syndicats et la direction à Mamao. Sur le piquet de grève, la déception est palpable car un premier pas avait été franchi hier avec l'arrivée d'une intersyndicale en soutien à la CSTPFO. Cette rencontre avait permis de mettre sur la table des négociations le premier point de revendication parmi les 10 au total, à savoir une revalorisation de 6% des salaires les plus bas. Après avoir effectué des simulations financières, la direction a répondu défavorablement à cette proposition en raison de l'état des finances de l'association. Pour rappel, la grève a débuté le 18 mars. Ce soir, à partir de minuit, l'intersyndicale composée de la CSIP, OTAI, OO et Toerima entrera en grève aux côtés de la CSTPFO. On écoute Aviari Lachou, représentante syndicale. Elle est au micro de Thomas Chabrol. Ce n'est pas non plus une surprise pour nous parce que vu que le dialogue social a toujours été quasi inexistant ici à la Pérapurade, donc on s'y attendait quand même. Et effectivement, hier, avec les négociations et le semblant d'ouverture que pouvaient avoir les dirigeants vis-à-vis des salariés, ben oui, ça donnait quand même un peu d'espoir. À partir de ce soir minuit 1, on a nos collègues qui peuvent nous rejoindre aussi et qui rentreront dans la danse. Donc nous, on les accueillera à bras ouverts, sachant que ça fait presque déjà 3 semaines qu'on est sur le piquet de grève. Ça montre notre union, notre solidarité. C'est vrai que on pense à nos patients, à nos malades, à nos familles, mais on n'avait pas le choix, on n'a plus le choix. Et aujourd'hui, on va montrer qu'on est unis et qu'on se soutient les uns les autres et que les 10 points de revendication sont communs à l'ensemble des salariés de la Pérapurade.
On quitte le territoire pour Paris, où les saveurs polynésiennes ont fait fureur auprès du public. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du jury de la Coupe de France de burgers. Un cuisinier polynésien à la tête d'un food truck s'est hissé en 3e place. On vous fait saliver dans ce reportage de Wallis Glaze. 2, 1, et c'est parti pour votre sprint. Au départ, ils étaient 300. Ils ne sont plus que 25 à prétendre au titre de meilleur burger de France. Parmi eux, un candidat d'origine polynésienne, Mathieu Marquet, gérant d'un food truck à Montpellier. C'est sa 4e participation au concours. Pour l'instant, j'ai pas trop de pression. L'ayant déjà fait en 2022, donc voilà, j'ai déjà mes repères. Donc après, c'est sûr qu'il y a un petit peu de stress aussi, mais c'est ce qu'il faut. De toute façon, il en faut un peu. Et cette fois, il compte bien décrocher la victoire avec son burger signature, un subtil mélange de saveurs polynésiennes et bistronomiques, du pain avec de la pulpe de hourou, une sauce à base de poivre du Vanuatu et la pièce maîtresse de sa création, la viande. Donc là, je mélange le bœuf avec le porc rôti au miel fumé. Voilà. Et donc, je vais en faire des steaks. Les façonner en steak de 150 grammes à peu près environ. En ce côté bien gourmand. Le chef compte bien impressionner le jury par la gourmandise et l'originalité de sa création. Chaque candidat bénéficie de 25 minutes pour réaliser et dresser sa préparation. Les burgers sont scrutés et évalués par un jury de professionnels comme Tom Meyer, qui semble conquis par le pain au gourou. Le pain, il est vraiment très bon. C'est très moelleux. Il y a un assaisonnement qui est bien présent, qui est bien fait. Et il y a du moelleux. La viande est juteuse, il y a une bonne quantité de sauce. On va voir avec le reste, mais en tout cas, c'est un très bon burger. Après la dégustation, l'heure du verdict, Mathieu accède pour la toute première fois à la finale nationale. Il doit à nouveau reproduire son burger devant un nouveau jury. Le stress monte, mais il peut compter sur les conseils de son coach. Pas trop tout à l'heure, tu fais attention parce que ça a débordé. Ça a débordé sur le côté, ouais. Et il n'y en a qu'un seul qui a débordé, ça faut l'ouvrir. Elles sont de ouf. Les tuiles, pense bien à les mettre à la fin, sur le côté, sur les 4 morceaux. Sur les 4 morceaux. Si tu as le temps, tu les colles, tu les poses dessus. Tac tac sur les 8. On a 8 morceaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À peine le temps de récupérer, le candidat du Sud-Ouest doit déjà retourner au fourneau. Face à lui, 4 finalistes coriaces, mais pas de quoi impressionner le Polynésien qui rêve de remporter le concours. Le candidat tahitien est confiant. Franchement, ça a été. Ça a été mieux que tout à l'heure. Ouais. J'appréhendais un petit peu, mais vu que c'est le même, quoi. On fait le même, on refait le même. Donc au final, ça va. J'étais bon dans les temps, en timing. Donc voilà. Au bout du suspense, Mathieu obtient une belle 3e place. C'est pour lui une immense fierté. Oh, vachement content, quoi, vachement heureux. Même si c'est la 3e place, on est déjà sur le podium, donc c'est vraiment pas mal, quoi. Le chef du Sud-Ouest ne compte pas s'arrêter là. Il tentera à nouveau sa chance l'année prochaine. En attendant, Mathieu espère pouvoir ouvrir son restaurant début d'année prochaine à Montpellier. Et avant de se quitter, cette initiative en faveur de l'environnement. Ce matin, la Fédération tahitienne de football a distribué des gourdes réutilisables au club de Ligue 1. En remplaçant les bouteilles d'eau en plastique jetables, la Fédération souhaite sensibiliser joueurs et staff à la réduction des déchets, à la préservation de l'écosystème local. Un pas de plus vers un football plus éco-responsable, comme le souligne la directrice générale Moyamamou Greg au micro d'Olivier Huc. C'est dans le cadre du développement durable. Donc la Fédération tahitienne avait décidé, au lieu d'offrir, comme nous avons l'habitude de le faire, des bouteilles d'eau, donc la Fédération tahitienne de football a décidé à partir de cette saison d'offrir des gourdes. C'est justement pour la protection de l'environnement. Et l'objectif final, c'est d'avoir des gourdes en aluminium. Et cela, grâce à nos partenaires qui vont nous soutenir dans cette action. Tout de suite après vos émissions locales suivies de 2 nouveaux épisodes de la série Damage, finissez avec un peu d'humour dans Snatched. Excellente soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.